Dans cet exercice, donc il s'agit de Roméo qui veut donc lancer une pierre à Juliette. Donc dans la première question, on vous demande de faire le schéma de la situation. Donc on a Roméo qui est donc situé à l'origine. Il lance une pierre à une hauteur h et il communique à la pierre une vitesse qui est donc contenue dans le plan OX, OY. Le but étant donc de lancer cette pierre et qu'elle puisse arriver à la fenêtre de Juliette. Donc Juliette, elle est à une distance d de Roméo et la fenêtre a une hauteur petit l. Donc le schéma de la situation, c'est donc un axe OX, OY. À une hauteur petit h, j'ai mon vecteur V0 qui forme un angle alpha avec l'horizontale, qui est aussi donc collinéaire à l'axe DOX. À une distance D, j'ai donc Juliette et sa fenêtre qui est là. Et la fenêtre, elle est à une hauteur grand H. Donc si j'effectue un zoom de la vitesse initiale de la pierre, donc que j'avais sur le schéma ici, je le reporte ici. Donc si je note le triangle ABC, qui est donc ici ABC, rectangle en C, je le vois ici. Ici, je vais avoir l'ordonnée de mon vecteur vitesse et ici, je vais avoir l'abscisse de mon vecteur vitesse. Donc, je cherche à déterminer l'abscisse et l'ordonnée de mon vecteur vitesse. En faisant les projections donc, de mon vecteur vitesse sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, je me retrouve avec un rectangle. Et donc, cet angle-là, on le retrouve également ici, c'est ce qu'on appelle les angles alterne interne. Donc, dans le triangle ABC rectangle en C, je peux donc user de trigonométrie. Je cherche Vx qui est collé, entre guillemets, à l'angle alpha. Donc, on dit qu'il est, adjacent. Donc, dans le triangle ABC rectangle en C, s'il est adjacent, j'utilise le cosinus. Donc, le cosinus, c'est le côté adjacent, AC, sur l'hypoténuse, AB. Et AC, c'est donc Vx, l'abscisse de mon vecteur vitesse. Et AB, c'est l'hypoténuse, qui est donc VI. Donc ça, c'est côté adjacent, Vx, sur l'hypoténuse, VI. Je retrouve donc Vx, qui est égal à cosinus alpha fois VI. De la même manière, si je nomme l'autre triangle pour déterminer les Y, A, B, D, cette fois-ci rectangle en D, donc dans ce triangle-là, c'est donc le côté opposé, puisque l'angle est là, je cherche le côté opposé, c'est donc le sinus alpha qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé étant AD, c'est-à-dire VY, l'hypoténuse c'est VI, et donc je me retrouve avec sinus alpha égale VY sur VI. J'en déduis que VY est égal à sinus alpha fois VI. C'est ce que j'ai ici. Donc, les coordonnées à la situation initiale. Donc, mon vecteur position étant ici, puisque mon système, c'est la pierre étant située ici. Ici, j'ai mon vecteur position, OM, et qui a pour coordonnées 0, petit h. Ici, je vois 0. J'ai mis ici grand H, mais c'est petit h. Et ensuite, les coordonnées du vecteur initial. On a trouvé Vx égale Vi cos alpha, Vy égale Vi sin alpha. Et enfin, ne pas oublier d'ailleurs il faut le mettre aussi dans le schéma initial, le champ. Donc ici, on est dans un champ magnétique terrestre qui a pour coordonnées 0, moins g. Et donc, je le mets. Donc, j'ai mes trois vecteurs de la situation initiale, OH, VI et G.
Donc, j'utilise ensuite la deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton dit que la somme des forces extérieures est égale à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Le système étudié étant la pierre n'est soumise qu'à une seule force, c'est le poids. Son poids a pour expression mg. De l'autre côté, j'ai un autre membre, c'est la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Ça, si je remplace l'expression de la quantité de mouvement par mv, je me retrouve avec la dérivée de mv par rapport au temps, ce qui me donne m dv sur dt. Et dv sur dt, c'est 1. Donc, je me retrouve avec dp sur dt qui est égal à ma. Du coup, si j'égalise les deux expressions, je me retrouve avec mg qui est égal à ma. Donc, mg égale à ma, je simplifie par les masses, je me retrouve avec A égale G. Donc, du coup, comme A égale G, les coordonnées de A sont les mêmes que G. On avait trouvé que G avait pour coordonnées 0 moins G. Il vient que l'abscisse de A, c'est 0, l'ordonnée de A, c'est moins G. Donc ensuite, on est parti pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse. Donc à la question 3. On sait que A égale dv sur dt. Donc, ça veut dire que pour trouver les coordonnées de A, il faut que je dérive celle de V. Et réciproquement, pour trouver les coordonnées de V, il faut que je trouve les primitives de A. Donc, Vx, c'est donc l'intégrale de 0 par rapport au temps. Donc, l'intégrale par rapport au temps, ça me donne une primitive qui est égale à C1. Vy, c'est l'intégrale de moins gt par rapport au temps. Donc, l'intégrale de moins gt par rapport au temps, ça me donne comme primitive moins gt plus une constante. Ces constantes, C1 et C2, sont à déterminer à t égale à 0, c'est-à-dire aux conditions initiales. Donc, je me place à t égale à 0. À t égale à 0, on avait trouvé ces vecteurs-là. On étudie le vecteur vitesse, donc je regarde mon vecteur vitesse, VI cos alpha, VI sin alpha. Donc à t égale à 0, j'ai donc Vx qui est égal à VI cos alpha, mais on vient de trouver que c'est aussi égal à C1, et je le reporte là. Vy c'est égal à VI sin alpha, mais c'est aussi égal à moins gt, étant donné que t est égal à 0, ce membre-là disparaît, il me reste donc que C2. Donc, ça veut dire que VI sin alpha égale C2. Je viens donc de trouver les constantes. C1 qui est égal à VI cos alpha et C2 qui est égal à VI sin alpha. Il ne me reste plus qu'à remplacer l'expression de C1 qui est VI cos alpha ici et l'expression de C2 ici. Je me retrouve donc avec Vx égale VI cos alpha et Vy égale moins gt plus V0 sin alpha. Donc ça, c'est valable quel que soit le temps, donc pour tout t. Donc on est parti maintenant qu'on a trouvé les coordonnées du vecteur vitesse pour trouver les coordonnées du vecteur position. On a un raisonnement analogue, c'est-à-dire qu'on sait que V, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. De dire que pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse, il faut que je dérive les coordonnées du vecteur position. Et réciproquement, pour trouver les coordonnées de vecteur position, il faut que je trouve les primitives des coordonnées du vecteur vitesse. Donc ça veut dire que l'abscisse du vecteur position, ça correspond à l'intégrale de VI cos alpha, et que l'ordonnée du vecteur position, ça correspond à l'intégrale de moins gt plus V0 sin alpha. Donc, x, c'est donc l'intégrale de VI cos alpha. Ici, je n'ai aucun paramètre qui fait intervenir la variable temps. Donc, ceci est une constante. Je me retrouve donc avec VI cos alpha t plus une constante que je nomme C3. De la même manière, donc là, dans cette expression-là, j'ai le paramètre t qui intervient. La primitive de t, c'est t carré sur 2. Et j'oublie pas le moins g. Donc je me retrouve avec moins g t carré sur 2.
La primitive de V0 sin alpha, ceci est une constante, c'est donc V0 sin alpha t. Et j'oublie pas ma constante que je nomme C4. Donc C3 et C4 sont des constantes qu'il faut déterminer donc aux conditions initiales, c'est-à-dire lorsque t égale à 0. Donc je me place à t égale à 0. Donc on avait trouvé que à t égale à 0, le vecteur position était égal à OH. Donc ses coordonnées c'est OH. On avait même, je crois que c'était petit h, me semble. Que x égale à l'instant initial, donc les vecteurs initiaux, on les avait ici, c'est 0, petit h. Donc x égale 0, y égale petit h. Ça veut donc dire que x égale 0, y égale petit h, mais tout ça à t égale à 0. De même manière, à t égale à 0, on a trouvé donc les coordonnées ici. Donc si t égale à 0, cette expression-là disparaît, il me reste que C3. Et si t égale à 0, cette expression-là disparaît puisque t égale 0. Cette expression-là disparaît puisque t égale à 0, il me reste T4. Donc j'en déduis que C3 est égal à 0 et que C4 est égal à petit h. Il ne me reste plus qu'à remplacer C3 et C4 dans l'expression que l'on a trouvée ici. Donc C3, je le remplace par 0, et C4, je le remplace par petit h. Donc il vient x égale V0 VI cos alpha t, et y égale moins gt carré plus V0 sin alpha t plus petit h. Donc ça, ce sont les équations horaires, c'est-à-dire que ce sont des équations qui sont exprimées en fonction de la variable temps. Question 4, on me demande d'exprimer l'équation de la trajectoire de la pierre. Alors, donc on considérera que là, c'est toujours, quand on voit grand H, c'est toujours petit h. Alors, là, on a un système à résoudre avec nos équations horaires. Je reprends mes équations horaires, c'est ce qu'on avait. Pour en fait trouver l'équation de la trajectoire, ça revient à trouver y en fonction de x. Ici, c'est y en fonction de t. Parce que j'ai ma variable ici, temps, qui apparaît. Donc là, cette expression-là, quand j'appelle y, c'est y en fonction de t. Moi, ce que je veux, c'est maintenant y en fonction de x. Donc pour ça, comme y est exprimé en fonction de t, il faut que j'arrive à exprimer t en fonction de x. Donc je pars de cette expression-là, j'isole le t, et donc t est égal à x sur v0 cos alpha. Je remplace cette expression-là dans y. Donc j'ai donc moins g sur 2 t carré. Le t carré, je le remplace par ce que j'ai trouvé ici, c'est-à-dire x sur vi cos alpha au carré, plus vi sin alpha t, le t je le remplace par son expression x sur vi cos alpha, plus le h que j'avais là. Donc ça, c'est l'équation de la trajectoire. Je ne vois plus le paramètre temps. Par contre, je peux simplifier cette écriture-là. Donc, j'aurai moins g sur 2. Ceci est au carré. Donc, j'ai vi au carré sur cosinus carré alpha. Et je me retrouve avec x au carré aussi qui était là. Ici, sinus que divise cosinus, ça me donne tangente. Et comme j'avais vi au numérateur et vi au dénominateur, je peux les simplifier et ils disparaissent. Donc il me reste x fois tangente alpha. Et puis il me reste le h. Donc j'ai une équation du second degré de la forme ax au carré plus bx plus c. Donc, si vous devez trouver x, il suffit de trouver le discriminant et de trouver les solutions qui correspondent à cette équation-là. Donc, l'équation de la trajectoire simplifiée, la voici, c'est celle que l'on avait ici. Donc, pour savoir si Roméo atteint la fenêtre, il faut donc, si on s'en réfère au schéma,
pour toucher la fenêtre, il faut que pour x égale d, y soit compris entre cette valeur-là et cette valeur-là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que y soit compris entre grand H et grand H plus L. Donc, du coup, si je remplace, je vais donc avoir y en fonction de d, puisqu'on remplace x par d, qui est égal à moins g sur 2vi carré cos carré alpha d au carré, plus d tangente alpha, plus petit h ici. Donc on remplace l'expression numérique et on trouve que y de 2, c'est égal à 4,7 mètres. Donc 4,7 mètres, la pierre doit être comprise entre grand H et grand H plus L, c'est-à-dire entre 4,5 et 5,5. Étant donné que je trouve 4,7, Roméo atteint bien la fenêtre avec sa pierre.